Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Salide des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri. Messieurs, dames, bonjour à tous, ça y est, il est l'heure 16h46, la petite minute de retard. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes à fond la forme pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot en ce joli mardi 15 août. Voilà, l'Assomption et c'est férié du côté de la France. Donc les amis, j'espère que vous êtes gentiment en tongs, voilà, en tongs gentiment. Alors apparemment, putain, il y a déjà des sons de merde, putain. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Pourquoi c'est toujours sur moi? Allô? Merde, qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ça va ou pas? Il y a de l'écho? Oh là 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 là. J'en ai marre. Je ne comprends rien à la technique. Pourquoi le son est bizarre? Nom de Dieu. Merde. Je n'ai aucune idée. Ça marche pas, le son est bien double son. On dirait que je suis dans un bocal.
Ça, c'est pas cool, ça. Alors, attends, bouge pas. Si, non, ça a l'air de fonctionner, hein. Normalement, on est bien, hein. Normalement, on est bien, le micro est bon. Et en plus, il n'y a pas Edouard. En plus, je suis tout seul. Ah, ça, c'est pas marrant, ça. Ah non, ça va pas. Dites dans le chat, ça résonne un peu, mais on comprend quand même. Je sais pas, j'ai mis Nier, Bright, Phare, je comprends rien. On a acheté un nouveau micro, peut-être 2 micros activés. Bon, j'en sais rien, moi. Ce serait complètement débile, non? On m'entend en double. Ah, attends, non. Non, là, il n'y a pas le son, là, c'est pas possible. Là, non, c'est pas possible. Oh putain. C'est bon? Ah, c'est bon. Alors, apparemment, j'avais Twitch aussi, tu vois, sur cet écran-là. Oh, il n'est pas configuré. Oh, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que vous foutez là, hein, sincèrement. Je ne comprends pas pourquoi vous venez sur cette chaîne. Ça n'a aucun intérêt, hein. Je veux dire, c'est une catastrophe absolue. Rien ne fonctionne. Sur cet écran-là, il y avait le son. Bon, je sais pas. Ça marche là, c'est bon? Allô Houston à la base? Je comprends pas ce à quoi j'ai touché. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça donne une voix robotique. Merde. C'est pas bien ça. Je comprends rien. Moi. Je comprends rien. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, c'est terrible. Ça marche pour vous ou pas? Et là, phare. Si je fais phare là, c'est gagné ou pas là? Allô Houston, là on est bon? Là j'ai mis phare là. Tu vois, j'ai un logiciel à la con, tu le vois pas? Je comprends rien. C'est bon si je mets phare ou c'est pas bon? J'ai phare ou Nier? Ah, c'est pas bon, putain. Merde. Attends, je touche à des trucs. À tout moment, ça peut exploser. Là, par contre, voilà. Regarde, là, j'ai mis la webcam. Allô, Houston? Là, le son est dégueulasse, normalement. Là, vous ne m'entendez pas bien, j'imagine. Allô? Allô, allô? Et là, j'ai 2 micros, là, tu vois. Là, allô? Là, c'est bien ou c'est pas bien, là? Là, c'est bien? Là, c'est bien? Mieux, c'est presque mieux. C'est bon. Touche plus, parfait. Ah, j'ai réussi. Tu vois? Eh, on y arrive. En fait, j'avais 2 micros activés, semble-t-il. Je ne oh là 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 là, je comprends rien, putain. Mais ça va pas parce que du coup, c'est plus connecté avec cette merde de Stream Deck là, je sais pas quoi là. Allô? Là, vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Là, on est bon encore? Ça m'énerve. Oh, je ne comprends rien. Un jour, je veux un truc, ça marche, j'appuie, ça marche, j'appuie, ça coupe. Et terminé, en fait. Là, il y a l'écho. Ah, putain. J'ai mis le micro à 200 balles, cette merde. Oh, ça m'énerve. On m'a dit, oui, j'achète ça, c'est bien. C'est nul à chier, putain. Ça marche ou ça marche pas, là? Il y a un bouton, là. J'ai appuyé sur un bouton. C'est bien ou c'est pas bien? Là, robot. Putain. Comment ça, robot? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je comprends, attends. Allô? Là, ça va ou ça va pas? Ah, attends, j'ai compris, je crois, c'est bon. Putain, c'est une catastrophe. Cette émission est nulle. Je ne sais pas ce que vous foutez là. Ça ne fonctionne pas. Là, ça marche, ouais, je sais pas pourquoi, putain. C'est des trucs, les stream labels, les stream padel, stream tag. Ah, je ne comprends rien, putain. C'est franchement, hein, c'est vraiment catastrophe. C'est catastrophique. Honnêtement, si, je crois que c'est bon. Bon, on est bon. Écoute, on va faire comme ça. On a assez attendu avec mes conneries. Ah, quelle journée aujourd'hui, quelle journée, les amis. Mais c'est pas grave, on est ensemble, c'est le plus important, on se retrouve bon gré, mal gré, hein, Enora malgré d'ailleurs. Voilà, les amis, quel plaisir de vous avoir en ce jour férié, voilà. Et on a beaucoup de choses en plus à se dire, ça aurait été con que ça ne fonctionne pas. On se moque de Rémi Sdin, c'est vrai, l'idée c'est ça, hein. Rémi et la technique, je m'assois, je parle, démerdez-vous. Il y a un peu de ça. Là, on me dit, tu vois, j'ai des trucs comme ça, là, regarde. J'ai ça là, on m'a mis la Game Boy, Stream Deck, on m'a dit t'appuies, je comprends rien moi.
Bon, c'est pas grave. On va y arriver quand même, les copains, on s'en fout. Tant qu'on est ensemble, ça va, ça marche. Et aujourd'hui, on a beaucoup de choses à se dire. En plus, j'ai Le Monde aujourd'hui qui nous parle de l'Ukraine d'une manière extrêmement intéressante. On a une énorme pépite. Alors, je vous préviens. Énorme fou rire en prévision. C'est pour ça, les copains. Je voulais absolument pas vous rater aujourd'hui parce que on a une immense pépite, sincèrement. J'ai trop hâte. On va s'éclater de rire. On va aller voir du côté de l'Arabie Saoudite. Autre pépite, un bon petit vidéo gag. On va parler de manière un petit peu plus sérieuse Daniel Kretinsky, ce milliardaire chouchou du pouvoir. On va en parler. Et on parlera également du héros au sac à dos, Henri, qui refait parler de lui d'une manière extrêmement curieuse dans le Parisien de ce matin. Donc voilà, les amis, un beau programme qui nous attend. Et en plus, on est ensemble jusqu'à 18h15, 18h20. Et si vous voulez, on peut se retrouver à 18h30 chez Cécile Doctoton Dose Humani, que vous connaissez sûrement. On sera en direct avec une belle équipe. On sera avec Pipo TV et Docteur à l'Ouest pour évoquer cette université d'été rigolante qui aura lieu mi-septembre. On va en parler. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez 2 fois plus de juste milieu. On se donne rendez-vous à 18h30, hein, juste après ce Juste Bistrot. Donc là, c'est du service rallongé ce soir. 16h45, jusqu'à 19h30. Normalement, on sera ensemble avec ce joli quatuor. Voilà. Et je suis ravi comme tout pour la première fois d'échanger avec le Docteur à l'Ouest et Pipo TV que je regarde de temps en temps et que je ne connais pas. Le Docteur à l'Ouest, je trouve qu'il fait un excellent boulot. Si vous avez l'occasion, allez faire un tour. C'est vraiment génial ce qu'il fait. Ça me fait marrer. C'est super comme tout. Donc voilà, un beau programme pour ce soir. Puis après, il n'est pas impossible que j'aille faire un tour au bistrot avec des copains qui sont supporters de l'Olympique de Marseille. Hein. Tout le monde a ses défauts. Ah oui, alors, oh putain. Il faut que je fasse un régime. Hein. Je me suis rendu compte. J'étais chez les copains d'Antithèse. Vous avez peut-être vu passer ça. Hein, excellente chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Je remercie Martin de Antithèse, justement. Vous savez, c'était cette interview samedi matin que j'ai fait là-bas. Et le problème, c'est qu'ils filment. Faut pas, des gens comme moi, faut pas les filmer hein, de cette manière. Regarde comme il est obèse, l'animal. Merde. Pourtant, regarde, là, ça va. Là, je suis beau gosse. Ça peut séduire. Regarde. Oh là là. Un phacochère. Catastrophe. Ah, j'ai vu ça, les catastrophes. Il n'y a rien qui va. Un mammouth. Le mammouth de l'actu. J'ai dit merde, qu'est-ce qui se passe? On fait du boulot. Là, ça rend pas hommage aux heures de vélo, quand même. Ça rend pas hommage. Merde, putain, j'ai quand même fait des abdos, quoi, merde. Tu les vois pas, les pompes? François Cluzet. No pain, no gain. 2. Non, là, c'est vrai qu'il y a un côté perdu qui est quand même pas fou. Hein. Donc, mais bon, c'est les caméras. Hein. C'est les caméras, mais en tout cas, blague à part, les copains. Merci à Antithèse pour l'invitation. Faut juste revoir les caméras quand tu as des trucs comme ça. Les gens comme moi qui sont un petit peu gaillards. Quand tu les filmes de près, ça écrase, ça étale, tu vois. Ça va pas. Ouais. Alors que là, ça va, tu vois. C'est fou, hein. Non, mais c'est les caméras. C'est la téloche. La téloche, ça te transforme un homme. Mais on s'en fout. Parce que l'important n'est pas là. L'important n'est pas la forme. L'important est le fond. J'espère que ça vous plaira, les amis. Cette interview, voilà, ça fait plaisir d'aller discuter avec nos amis du côté suisse. Voilà un petit peu, les amis. Là-dessus, on a quoi d'autre pour cette jolie journée? Ah oui, alors, c'est n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'il y a Malinx le Lynx 974 qui dit, je croyais qu'elle avait 3 ans la vidéo. C'est clair que je suis gaulé comme avant, quoi. Ça m'a étonné, moi aussi. J'ai dit merde. Alors là, c'est la caméra. Je me suis renseigné, on m'a dit ça écrase. Je dis ouais, mais moi, si le problème, c'est que si on m'écrase, ça m'étale. C'est comme une pâte sablée, tu vois. T'as des gens, ils sont taillés, comme un maquis, hein, en termes de gastronomie japonaise. Tu les écrases, c'est fin, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, le problème, c'est que je suis de la pâte sablée, quoi. Et ça fait un truc, quoi. Non, mais vous me rassurez, parce que tu vois, là, je me regarde, je me dis, merde, ça va, la catastrophe n'est pas non plus... hein, tu vois, le menton, il est là, on le voit. Tu vois, je peux me mettre de profil, tu vois, merde. Ça suffit. Donc, voilà, les amis. Bon, on s'en fout, en vérité, on rigole. Merci à Lola 75,
qui vient de sub. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà les amis. Alors aujourd'hui, la bonne blague. J'ai fait... Je vous dis, c'est n'importe quoi les journées. C'est n'importe quoi. J'ai fait une blague ce matin. Étienne Liebig, des grandes gueules que vous connaissez sûrement, qui a parlé d'Europe Écologie Les Verts, qui veut bannir la viande ces journées d'été. Bon, on s'en branle, on va pas refaire une page là-dessus. Et j'ai fait un retweet. J'ai dit, vanter les légumes quand tu t'appelles Liebig, conflit d'intérêts. Ça m'a fait marrer en fait. Ça m'a fait rire en fait. Parce que Liebig, c'est une marque de soupe aux légumes. Et beau jeu, je tenais à le souligner, beau jeu, Étienne Liebig a réagi, et il a mis, attendez, bougez pas que je vous le retrouve, j'ai trouvé ça extrêmement beau jeu, il a réagi sur Twitter, il a mis, je crois qu'il a mis, il a déjà supprimé, non, quand même, je crois qu'il a mis un commentaire, il avait écrit très drôle, j'étais content comme tout, je voulais vous le dire, merde, je suis con quoi, ah oui voilà, ça va. Voilà. C'est le beau jeu. Ça m'a fait marrer. Donc merci à lui. Voilà. Hein, c'est quand même un autre état d'esprit par rapport à certains invités de l'émission. Ça fait plaisir. Voilà, pour commencer un petit peu en douceur, les copains, avec ce programme chargé, ce programme mignon qui nous attend. Voilà, Étienne Liebig, qu'on salue, qu'on embrasse. Et qui est pour le coup pas le pire mauvais des bougres. Pas le pire des bougres qu'il peut y avoir là-dedans. Donc c'est super, voilà, hein, c'est génial. Donc les amis, on va y aller petit à petit avec les actualités du jour que je voulais partager avec vous. Un joli programme aujourd'hui. En attendant, la farce tranquille. La farce tranquille de demain, on est encore sur un petit programme de vacances, mais il y aura de quoi faire. Et en attendant, je peux vous le dire, j'ai bien bossé aujourd'hui là-dessus. Je finis ça pour vendredi. Vendredi, nous aurons droit à une vidéo spéciale Sandrine Rousseau. Et je pense que je vais vous surprendre, les amis. Je me surprends moi-même, d'ailleurs, en préparant le script de la vidéo. Voilà, je vous donne rendez-vous vendredi à 18h. Ça va être chouette pour cette belle semaine, voilà, qu'on a sous les yeux. Alors, on va attaquer, c'est ça que je vois dans le chat, hein, 20K91 qui dit, encore une fois, tu apparais dans la story des Chaka Ponk Rockstar. Là. Ah ouais, mais attends, c'est la story des Chaka Ponk ou c'est... je sais que la chanteuse Sama... suit juste milieu, regarde de temps en temps et partage des trucs. Moi, je suis content comme tout. Alors, si c'est le groupe Chaka Ponk directement, ça, je ne. C'est vrai, ça? Faut que je vérifie parce que c'est tout bonnement incroyable si c'est le cas. Attendez. C'est la chanteuse, hein, je crois. Hein. C'est pas le groupe. Attends, ce serait. T'imagines? Non. Non, tu vois, ils ont pas de story. On me dit n'importe quoi. On me ment. Voilà. Ouais, c'est celle de Sama, absolument, que je salue. Et que voilà, en plus, j'aime bien Chaka Ponk, ça fait plaisir. Donc, on va commencer, les amis, avec un article extrêmement intéressant. C'était dans Le Monde. Dans Le Monde d'aujourd'hui, on a eu quelque chose qui m'a bien plu, que je voulais évoquer avec vous. Donc, dans ce journal Le Monde que vous connaissez naturellement. Attendez, bougez pas, j'arrive tout de suite, le temps de m'organiser avec la technique, vous vous en doutez, c'est pas le Brésil, comme on dit, hein. It's not Brasilia, le monde c'est par là, voilà. Donc cet article sur la jeunesse dorée de Kiev tente d'oublier la guerre, et c'est vrai que extrêmement intéressant parce que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette vidéo qui circule, filmée de l'intérieur d'un club d'été, Summer Beach House, supplément cocktail, où on voit des jeunes Ukrainiens qui font la fiesta alors qu'apparemment c'est la guerre, c'est la catastrophe. Alors Le Monde nous fait un article extrêmement intéressant parce que on a à la fois quand même Le Monde qui s'empare de ce sujet et qui le traite, je trouve, plutôt sérieusement sur la première moitié de l'article, mais quand même. Voilà. Il ne faudrait pas non plus laisser croire que c'est la vérité. Et du coup, même quand Le Monde met le pif dedans, c'est un petit peu compliqué, si vous voulez, à imaginer. Il y a quelque chose qui dénote en fait avec le discours habituel. Donc, soit Le Monde remet un peu l'église au milieu du village en disant que effectivement la vie normale peut continuer alors que c'est la guerre, soit on a des chaînes d'infos qui ont tellement hystérisé les débats qu'on ne peut pas concevoir ce qui est raconté, qu'on ne peut pas concevoir cette nuance. C'est un peu difficile c'est un sujet un petit peu complexe, mais en tout cas, l'article est bon dans ce contexte compliqué.
quand même assez cocasse. Donc, tu vois, on nous parle du 50 Beach Club, 150 clients. La musique mixée par une femme aux mèches roses est trop forte pour se relaxer, mais permet de commander un cocktail sans hurler. Donc, on a quand même des informations de très très haut niveau. On te dit la pizza au Nutella et aux fraises, c'est environ 10 euros. Voilà. Là, on est dans l'investigation. Je rigole, mais je me fous de leur gueule. On est dans l'investigation. On te dit, c'est un dimanche normal, raconte Denis, un barman roux, portant un t-shirt aux couleurs du 50 Beach Club où sont inscrits le slogan Ville Instant et une marque de Bourbon. Ici, tout dépend de la météo. S'il fait beau, c'est plein, y compris en semaine. Alors, là, tu dis merde. Pourquoi on envoie des armes en fait? Pourquoi on n'envoie pas plutôt des bouées gonflables, des pailles, des transats? Voilà. Et attends, voilà. Le journaliste nous explique. Fais attention. La guerre est notre quotidien. Mais nous avons bien le droit de nous changer les idées, s'écrie Olena, 24 ans, allongée sur une chaise longue et soudainement crispée. C'est tellement pénible de lire les informations, d'apprendre que des enfants ont été tués ce matin, d'être réveillés la nuit par des explosions. Et ça ne s'arrête jamais. Je n'ai pas envie que la guerre pourrisse ma jeunesse. J'ai besoin de l'oublier de temps à autre. Ici, j'y parviens. Voilà. Alors, le problème, c'est, on a Olena qui nous dit « D'habitude, je passe mes vacances en Italie et en Espagne, mais à cause de mon mec, qui n'est pas autorisé à quitter le pays à cause de la guerre, je reste ici cet été. » Voilà. Et Olena, ce qui est intéressant, je vous dis cet article, c'est Le Monde. Donc, en fait, vous faites votre avis, mais c'est Le Monde. Je suis revenu parce que l'Europe m'a gonflé au bout d'un moment. J'adore Kiev et mes amis sont ici. Ce n'est pas Zaporozhye ici, lance accoudé au bar Ior, un costaud de 32 ans tatoué des pieds à la tête. Nous sommes loin du front et recevons moins de missiles russes, mais j'ai toujours à l'esprit qu'un missile pourrait s'abattre pile sur ma tête, c'est quand même extrêmement précis, et transformer en une seconde ce paradis en boucherie. Donc en fait, finalement, c'est une sorte de Jean Moulin en tongs. Ce qui est pas... Je sais que c'est pas évident à concevoir. Mais c'est ça. J'ai déjà été chassé de chez moi par les Russes en 2014. La guerre, je connais. Ce n'est parce que je suis... Bon, il manque des mots, mais ça, c'est pas grave. Ce n'est parce que je suis en Bermuda au bord de la piscine que j'oublie quoi que ce soit. Bah oui, arrête. Tu défends l'Ukraine comme ça, avec une bouée flamant rose. Je donne sans cesse de l'argent à l'armée, et tous mes amis font pareil. Et là, Le Monde, quand même, reprend un petit peu la barre, parce que ils se disent, merde, ça n'a aucun sens, tu vois. Banal dans un autre pays, le spectacle offert par le 50 Beach Club paraît irréel en Ukraine, frappé sur l'entièreté de son territoire par des missiles et des drones. L'entièreté du territoire. L'entièreté. Bon, sauf là. Et sauf plein d'autres endroits, mais l'entièreté du territoire. Une vidéo postée sur le réseau social TikTok par un client du club a été partagée de manière malveillante sur les réseaux sociaux X, anciennement Twitter, pour discréditer l'Ukraine et inciter ses alliés à cesser leur livraison d'armes. La guerre en Ukraine est un fake, clame ainsi un compte conspirationniste américain, utilisant la vidéo tournée dans le club. Conspirationniste. 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 Voilà. On s'habitue à tout, y compris à la guerre, et les Ukrainiens ne font pas exception. Chacun sait que la normalité dominicale peut à chaque instant basculer dans la peur et le stress. Plusieurs alertes aériennes ont réveillé Kiev et le reste du pays vers 1h du matin dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 août. 2 jours plus tôt, vendredi 11 août, 3 puissantes détonations avaient éclaté au matin dans le ciel de la capitale, après que des systèmes anti-aériens de l'armée ukrainienne ont tenté d'abattre les missiles russes. La guerre ne quitte pas les esprits et trouve le plus souvent sa place dans les loisirs de la jeunesse branchée kievienne. Plutôt que de chercher à l'oublier, le temps d'un concert, de nombreux musiciens invitent le public à faire des dons à l'armée combattant à 500 km de la capitale. Je me remets un petit coup de café parce que je sens que ça va m'énerver. Alors, que vous dire, les amis? Que vous dire? On a l'impression d'être dans un film, vous savez, de celui qui a eu la double Palme d'Or, enfin qui a eu 2 Palmes d'Or pour The Square et le truc sur le bateau là. Ruben Östlund, voilà, Ruben Östlund, qui a fait son dernier film, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Sans filtre,
où il se fout de la gueule. Alors bon, il se fout de la gueule. Il va quand même à Cannes faire le tapin. Hein, donc, c'est une certaine manière de se foutre de la gueule de l'élite, mais c'est pas le sujet. Et il fait un film pour se moquer des riches personnes qui vont dans des bateaux de croisière et qui ignorent en fait le monde réel à grands coups de photos Instagram, de choses comme ça. Cet article du Monde, je le prends au sérieux 3 minutes avec vous, pas pour faire des grands raisonnements pendant 2 heures, mais parce qu'il est vraiment symptomatique d'un virement et presque d'un changement contemporain qui illustre le conflit en Ukraine. C'est que Le Monde écrit sur plusieurs tableaux à la fois avec cet article. C'est un constat. Ils ne sont pas dans la possibilité... Oh, alors, petite parenthèse, parce que je suis très content de lire ce message dans le chat. Merci à Crapouillot qui dit « Je tenais à te remercier pour le gentil commentaire sur mon interview de Pierre-Yves Rougeron. J'espère que tu vas bien. Merci à toi. Bonjour à toi, cher ami. On ne se connaît pas encore, malheureusement. Mais voilà, camarade, je sais que le Crapouillot est souvent dans le chat et nous a fait déjà des raids, des trucs comme ça. Et je voulais saluer le boulot parce qu'il a reçu Pierre-Yves Rougeron sur sa chaîne YouTube. Il y a le replay, en tout cas, sur YouTube. Je vais vous mettre le lien tout de suite. J'ai regardé tout l'entretien, là, depuis avant-hier. Je suis content comme tout et c'est vraiment chouette. Alors, Pierre-Yves, très chouette comme d'habitude. Et l'interview est vraiment cool parce qu'on découvre un peu une autre facette de Pierre-Yves Rougeron avec son rapport à la culture, ce qu'il aime, même les jeux vidéo et tout. C'était vraiment génial. Je me suis régalé. Donc, avec grand plaisir. En plus, c'est un plaisir de t'avoir dans le coin. Je partage le lien, les amis. Bon, bien sûr, vous regardez ça après le Juste Bistrot, faut pas déconner non plus. Mais vous le mettez en réserve et vous allez voir, c'est vraiment chouette. Hein, si vous appréciez le travail de Pierre-Yves Rougeron et pour découvrir le boulot de Crapouillot, si vous connaissez déjà champagne. Et voilà, avec grand plaisir. Merci à toi, cher ami, d'être dans le coin. Donc, voilà. Le partage est fait, ça c'est fait et bien fait. Donc je vous disais les amis, sur cette histoire d'article du Monde, on a le Monde qui est écrit sur plusieurs tableaux, avec à la fois le constat d'une situation qu'ils ne peuvent ignorer. Genre, cette vidéo a énormément tourné et peut avoir un impact clair sur le grand public. Il y a le deuxième niveau qui est quand même, bon, on va pas déconner, on va quand même rappeler que ça tournait dans les milieux complotistes, au cas où. Et il y a le niveau 3 qui en le voulant ou pas, ça j'en sais rien, je ne veux pas prêter d'intention, mais je trouve ça extrêmement intéressant de voir que ce conflit s'inscrit dans une autre dynamique. C'est-à-dire que on a, mais vraiment, ça me semble assez hallucinant de voir à quel point la société du spectacle, à la fois cette société-là a gagné, et à la fois de voir à quel point on assiste à un retour d'un ordre monarchique. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui des gens que l'on pourrait comparer, peut-être la cour, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais en tout cas de riches bourgeois, qui font la fête et qui financent la guerre pour mieux s'en distancier, en fait. Et c'est ce que nous dit l'article, en substance. On a cette dame, Olena, qui dit « Ah ouais, bon, c'est tristouné », ou cette dame ou son mec, je sais plus, ou l'autre gars, musclé avec des tatouages, qu'importe. On a une des personnes interviewées qui explique que effectivement, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est tristouné, mais on donne de l'argent. Donc on retrouve le comportement de l'Union européenne, c'est-à-dire on finance pour que les gens ils se fassent massacrer. Voici des armes, voici des mitraillettes, et puis bien sûr, bon courage. Hein. Donc c'est complètement dingue, en fait, c'est complètement dingue, mais ça illustre beaucoup. Je pense que au-delà de l'article, franchement, au-delà de l'aspect assez léger du traitement extrêmement bizarre qui est réservé à cela, faut le voir pour ce que c'est. Et on assiste à un conflit occidental, très occidental, où en fait on a le retour de la société du spectacle, du divertissement permanent jusque dans les tranchées, jusqu'au bord des tranchées, et où on a aussi le retour d'un ordre monarchique où les gueux vont se faire massacrer, les gueux sont mobilisés presque de force, et où les riches se protègent de la guerre en donnant de l'argent. Et c'est vraiment ce qui transparaît de cet article. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve qu'on on est vraiment là-dessus, quoi. On est sur les conscrits pauvres qui vont au combat et les riches qui versent des larmes dans leur coupe de champagne, quoi, si on ose un petit peu le bon mot. Donc cet article pourrait être le prochain film, effectivement, de Robin Östlund, ou Östlund, je ne sais pas comment on prononce, tant pis. Mais on est vraiment là-dessus, quoi. C'est-à-dire, les bombes éclatent, remets-moi un coup de foie gras, quoi. C'est hallucinant, c'est complètement hallucinant. Merci à David Bandira qui vient de sub le 4e mois. Merci beaucoup, Subprime. Merci à toi, cher ami.
Je prends les messages du chat, les copains. Dites-moi ce que vous en pensez. Joe Trembler qui nous dit rien de nouveau depuis Voyage au bout de la nuit. Effectivement, je pense absolument à ça, cette scène d'ouverture du roman, hein, où Ferdinand Bardamu va impressionner son collègue au bistrot et s'enrôle ainsi dans l'armée. Effectivement, j'apprécie ta référence. Silmaureen qui nous dit ça n'a pas été toujours le cas. Point d'interrogation, j'ai pas mis l'intonation. Ça n'a pas été toujours le cas ? Juste à notre époque, l'info peut ressortir, mais c'est toujours comme ça, les riches font la fête pendant que les pauvres sont au front. Je suis absolument d'accord, mais je trouve que on a quand même une dichotomie entre les discours médiatiques qu'on nous propose qui sont assez dingues. Le même journal Le Monde, qui il y a des semaines, ou des mois pour sûr, des semaines peut-être, qui a entretenu cette hystérie. Donc rendez-vous compte, en fait, il faut... Comme d'habitude, parce que l'affaire s'enlise, donc ça n'est pas un hasard si ces infos-là tombent maintenant et sont traitées ainsi de la sorte. Mais rendez-vous compte des gens qui ont eu peur, qui ont pleuré, des gens en France ou ailleurs, hein, qui ont observé ce constat-là, qui ont observé cette guerre naissante, qui ont envoyé des dons, qui ont peut-être soutenu des Ukrainiens, qui les ont soutenus chez eux, pour qui ça a bouleversé le quotidien, quoi, sur le plan moral, personnel ou autre. Et des gens à qui le monde dit aujourd'hui, on a trouvé une meuf en string qui nous explique que l'Europe c'était sympa, mais elle est revenue chez elle parce que ses potes sont là-bas et on va boire du champagne. Alors, bien sûr, c'est un cas parfaitement isolé et que loin de moi l'idée de dire que toute la société ukrainienne vit cela. Mais c'est parfaitement indécent que dans ce même journal Le Monde qui a contribué à l'hystérie, alors que cette nuance était possible dès le début. Hein. C'est aussi pour ça que je vous dis ça. Cette nuance était tout à fait possible dès le début, où ils auraient pu expliquer que, comme dans toute guerre, effectivement, ce sont les plus pauvres qui vont d'abord se faire massacrer. Hein. Et ça, le Monde et bien d'autres journaux n'ont pas mis en avant cette nuance et ont préféré faire croire en une logique de bloc où toute l'Ukraine allait bagarrer toute la Russie menaçante, alors qu'on est finalement dans un conflit extrêmement monarchique dans sa construction. Donc, assez effrayant en vérité. Ce qu'on peut, on va dire, imaginer et interpréter depuis cet article du Monde. Donc, voilà les amis, là-dessus. Mr. Chappelle Russell qui nous dit « Ça sonne comme le monologue de Nicolas Cage dans Lord of War sur le vendeur d'armes. Je dois vous avouer, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai pas vu. Donc, je ne suis pas un fortiche. Babast, mais comme j'ai pu le dire, il me semble déjà avoir vu ces images-là. Gaëtan du 44, à l'époque de l'Afghanistan, il y a eu un rapport qui montrait qu'il n'y avait que 2 ou 3 fils de sénateurs US qui allaient à la guerre, un peu à la manière de la chanson de Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Effectivement, absolument d'accord. Et Mr. Deans qui nous dit « Si demain il y a une guerre chez nous, je ne pense pas que les fils Pinot ou Arnaud soient envoyés au front. » Complètement d'accord avec vous les amis. Donc c'est assez terrible. Donc voilà, je voulais vous parler de cet article pour commencer. Mais maintenant, et pour enchaîner les amis, place à un immense fou rire. Je dois vous avouer que j'ai ri tout seul dans mon bureau ce matin. Edouard est en vacances. J'ai ri seul, mais vraiment. Je vous en dis pas plus. Mais je vous jure, asseyez-vous. Posez ce que vous avez dans les mains. On a parlé hier. Alors, la transition n'est pas évidente, j'en conviens, mais c'est le côté surprise du Juste Bistrot. On a parlé hier de l'incroyable débat qui agite toute la France. On est à 2 doigts d'aller interviewer les habitants du Connemara. Le clash Sardou-Juliette Armanet. Alors, on s'en tartine le cul, mais vraiment à grands coups de rillettes. Et on a eu une réaction politicienne. On a eu une réaction politicienne d'un député que vous connaissez bien, que personnellement, je trouve être une sorte de Manuel Valls, qui a bien maigri ces derniers temps, à l'inverse de moi, parce qu'il fait le sport et il espère toujours avoir un poste de ministre. Je vous en dis pas plus. Réaction politique à ce clash Sardou-Armanet. Merde, c'était pas... Oh, la transition était belle. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord,
colore la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Jim Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipperary, Ballyconnelly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connelly, les Frarty, du Ringo Kerry et de quoi boire 3 jours et de nuit. Là-bas, Connemara, c'est tout le prix du silence. Là-bas, Connemara, on dit que la vie est une folie. Et c'est pas fini. Parce que, en bon politicien, il a aussi chanté du Juliette Armanet. C'est la fin, c'est la fin. Le soleil au lointain s'écoule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco. Bon, avant que tout le monde se chie dessus, enfin, vous choisissez votre semence. Putain, mais je sais pas si j'ai envie de rire ou de pleurer. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Est-ce qu'on a envie de se pendre? Est-ce qu'on a envie de crever de rire? C'est hallucinant. Il y a Charles Max 48 qui nous dit: arrête de te moquer, Rémi, chante facile de rigoler. J'espère que c'est du second degré. J'espère que c'est du second degré que j'ai pas réussi à capter. Mais je trouve ça, mais sincèrement, c'est la fin de la civilisation en fait. Ça y est, c'est la fin de la race quoi. C'est la fin de l'époque. C'est bon, on est mort. On est foutu en fait. On est foutu. Mais on a envie de se défenestrer quoi. Parce que en vérité, j'en peux plus en fait. Et c'est marrant parce qu'à midi, j'en discutais avec des copains à table en plus. On parlait de ça. Parce qu'en Suisse, il y a eu, je vais vous montrer, et on va parler plus largement parce que le cas de Carl Olive, de toute façon, je ne peux pas blairer ce mec, qui est un Manuel Valls qui ne dit pas son nom, qui est prêt à toutes les bassesses du monde pour avoir un poste, et vous verrez qu'il finira ministre des Sports. Donc vous verrez, parce que sa sœur, Brigitte Henriquez, était en haut de. C'était dans le comité, dans le COMEX de la Fédé, je crois, quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Elle était en poste. Vice-présidente déléguée de la Fédération française de football à partir de 2017. Avant d'être élue à la présidente, elle est la première vice-présidente du CNOSF chargée du développement des pratiques. Donc quelqu'un qui a eu un haut poste dans ces fonctions-là, qui était au cœur du scandale révélé par Romain Molina, entre autres scandales. Et ces gens-là se tiennent par la main. Donc Carl Olive, je ne peux pas le blairer. Donc on ne va pas parler de son cas personnel. Ce mec-là, enfin bref, on va pas parler. Mais ça, en Suisse, il y a eu l'affaire d'Alain Berset, qui est le président du Conseil fédéral en Suisse. Donc pour vous la faire courte, vous avez un Conseil fédéral en Suisse avec, ils sont 6 ou 7... 7 personnes, ils sont 7 personnes avec 7 départements spécifiques et des personnes qui tournent, c'est une présidence tournante et vous avez Alain Berset qui est président actuel et qui a annoncé son départ et on a eu des vidéos de lui à la Street Parade de Zurich qui est vraiment la grand-messe de l'électro, de la fiesta, qui est un gros rendez-vous en Suisse et voilà, c'est le monsieur chaud avec le chapeau. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce débat, je veux faire 3 minutes là-dessus, mais l'affaire Carl Olive, en fait, remet une fois de plus le sujet au milieu de la table. Je n'en peux plus, en fait, de cet argument de « ouais, mais c'est cool, ouais, mais ça va, ils ont le droit de s'amuser ». Au bout d'un moment, si tu veux t'amuser, tu vas faire Géo de Club Med. Si tu veux t'amuser, tu fais autre chose. Mais comme disait Marlène Schiappa,
paraphrasant Spider-Man, on va se mettre au niveau du débat, de grands pouvoirs, enfin un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et au bout d'un moment, on n'en peut plus en fait. On en a plein le cul que des gens de pouvoir fassent des apparitions, des sorties médiatiques parce que c'est cool. Barack Obama était celui qui a peut-être porté ça au firmament, qui est celui qui en a fait le plus, que d'autres l'ont fait avant, mais avec Barack Obama, on a définitivement franchi l'ère du cool, où tu vois ce fameux hot dog qu'il avait mangé avec Vladimir Poutine, t'as un truc, effectivement, c'est lourd, tu vois. Le sort du monde se joue autour de ces hot dogs-là. T'as quelque chose, tu vois, qui effectivement est cool, il y a du bras de chemise, il y a du hot dog, il y a du ketchup, mais il y a quand même encore un petit peu de formalité. Un président de conseil fédéral suisse avec un boa rouge, un chapeau, un cigare et une bière, il n'y a plus de formalité. Il n'y en a plus, en fait. Et il n'y en a plus à partir du moment, que ce soit le cas d'Alain Berset que je viens de vous montrer, Carl Olive qui chante avec un filtre lunettes disco, Marlène Schiappa qui fait la une de Playboy, Macron bourré à Kinshasa, brandissant une bière. Au bout d'un moment, le cool en politique a de l'intérêt dans la mesure où il vient sublimer le formel, où il vient s'inscrire dans un contexte de formalité et où il démontre quelqu'un qui a une note en plus, qui a cette note cool. Effectivement, Barack Obama était un des tauliers en la matière, ça arrive en bras de chemise, ça fait son petit footing avant de rentrer dans l'hélicoptère, c'est la classe, tu vois. Il y a aussi ce savant mélange entre le côté cool et la classe. Chirac, absolument, était là-dedans. Stelfson qui nous dit, Chirac, c'était clairement ça. C'était clairement ça, malgré un niveau d'ordurie et de casserole monstrueux. On est d'accord qu'on est sur un autre débat, on est sur la forme, on n'est pas sur le fond. Donc, j'en peux plus, en fait, qu'on vienne me dire ah ouais, mais c'est cool, en fait. Mais le problème, c'est que quand c'est juste cool, ça devient le commun des mortels. Je n'en démords pas. Les gens qui incarnent le pouvoir doivent quelque part montrer qu'ils sont au-delà du commun des mortels. Ça va avec le lot du pouvoir. Parce que c'est la vie c'est la vie d'un politicien. Personne ne se déplace avec 14 voitures, 250 policiers qui l'encadrent, du décorum en permanence. Le roi, à l'époque de Versailles, était un homme comme les autres. Il se chiait dessus, il avait plus de chicot, il avait plus de cheveux. Mais il y avait le décorum. Donc on mettait des perruques, il y avait la cour, il y avait tout ça. Et c'est précisément ce décorum qui est l'une des incarnations du pouvoir. Cette fameuse théorie des deux corps du roi, on est absolument là-dedans. Donc quand on fait sauter tous les verrous et qu'il ne reste plus que le cool, on comprend deux choses. Que ces gens-là sont des gens comme nous. Or, qu'on le veuille ou non, c'est l'une des illusions du pouvoir que de faire croire en des gens supérieurs par les connaissances, par la maîtrise, par l'aisance, par leur rapport aux autres. Donc déjà, ça montre que ces gens-là sont normaux et qu'en plus, ils sont risibles. Et on les voit pour faire un petit peu du Juan Branco, on les voit dans tout ce qu'ils ont de plus risible, de plus bas. On les voit dans leurs bas instincts. J'ai pas envie de voir Macron complètement défoncé à la bière parce que c'est cool. J'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie de voir un président du Conseil fédéral avec une Henken et un cigare comme n'importe quel kidam, parce que précisément, ça n'en est pas un. Et donc, vous prenez pour continuer un peu, même quelqu'un qui n'est pas dans la politique, mais qui incarne quelque chose, vous prenez par exemple un Kurt Cobain, donc le chanteur de Nirvana, qui effectivement était... comment dire, on n'attend pas de lui qu'il s'acclasse, il n'y a pas de responsabilité ou autre, de responsabilité politique ou autre, mais dans son incarnation de son art, on a quelqu'un qui gardait quand même cette classe, qui, malgré le fait qu'effectivement c'était l'alcool, la drogue, tout ce que vous voulez, même sur ces cas-là, même une Amy Winehouse par exemple, il y a quelque chose qui fait d'elle quelqu'un qui n'est pas dans le commun des mortels. Et donc ce que je vous dis, pour moi, ça concerne des gens qui ont une exposition, qu'elle soit artistique, médiatique, politique, culturelle, tout ce que vous voulez. Il y a quelque chose en plus. Ils ne sont pas comme nous. Et donc, pour revenir sur la politique, moi, je ne veux pas voir Emmanuel Macron tout excité de rentrer dans des vestiaires de football, qui fait un cul sec à la Corona dans un vestiaire de rugby. Non, en fait. Donc, Carl Olive, cette séquence me sidère parce qu'il y a encore des gens qui viennent me dire, je ne sais pas si c'était du second degré pour le copain Charles Max 48, mais
Ah ouais, mais tu te moques, mais t'as qu'à faire comme lui. Mais en fait, non, en fait. Parce que moi, je suis une pompe à vélo. Moi, je suis une brêle. Si je chante là tout de suite, qui en a quelque chose à foutre en vérité? Il faut aussi remettre tout ça en perspective. Et c'est parce que justement, ces gens-là sont, de par leur fonction, respectables, qu'ils incarnent quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas salir les fonctions comme ça au motif que c'est cool. Et donc, alors, Charles Max 48 qui dit je suis sérieux, ben, c'est intéressant. Ça montre qu'on n'est pas d'accord en plus sur ce sujet-là. Mais tu vois, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi parce que pour moi, ces gens-là incarnent quelque chose de plus grand qu'eux. Et quand ils se la jouent cool, c'est la fonction qu'ils réduisent. C'est pas seulement leur individualité. Leur individualité, on s'en fout. Je veux dire, qu'un politicien, qu'une politicienne ou autre fasse des trucs complètement dingues dans son intimité, qu'elle se fasse humilier en donjon SM, c'est pas mon problème en fait. Ça touche à l'intimité. Mais quand un président de la République, quand une élue, quand qui vous voulez, qui incarne une fonction, se la joue cool, c'est toute sa fonction qu'elle réduit. Donc à partir de là, moi, c'est un truc qui, sincèrement, me heurte vraiment, m'emmerde vraiment, et j'en ai marre que tout soit autorisé au motif que c'est cool, parce que sinon, c'est quoi la prochaine étape? On a une députée qui va faire un film porno, et on va dire, ouais, mais ça va, c'est l'époque, tout va bien. Dans ce cas-là, il n'y a plus de limite, en fait. Il n'y a plus de limite. On peut s'attendre à tout au motif de, ouais, c'est cool. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et Blueby 3, et tu as raison, qui rappelle un élément important, et je suis tout à fait d'accord, à la décharge de Carl Olive, il a commencé à chanter pour les petits vieux de sa commune pendant les confinements. D'accord. Mais combien de petits vieux de sa commune regardent Twitter et s'il veut faire ça, qu'il aille chanter dans l'EHPAD, mais qu'il fasse pas de vidéo. À partir du moment où il y a une volonté d'exposition, pour moi, on n'est plus simplement dans l'idée d'aller divertir, ce qui est pour le coup tout à fait chouette, et ce qui ressemble là vraiment à une fonction d'élu local, d'aller divertir les petits vieux du coin. Ça, on est d'accord. Mais moi, tu vois, je suis parti plein gaz parce que c'est un truc qui m'énerve, mais profondément. Franchement, ça m'énerve. Donc, c'est vraiment la société du spectacle, mais la fin du spectacle, quoi. Quand, ça y est, quoi, les musiciens ont déjà fait 4 fois le même morceau, tout le monde est bourré, on n'en peut plus, on veut rentrer chez nous. Sauf qu'ils ont fermé les portes. Et ça, c'est un truc qui me chagrine, quoi, qui me chagrine un petit peu. Donc, en tout cas, on s'est bien marré, ça c'est le plus important. Voilà, voilà les amis, sur ce sujet-là, sans aucune parenthèse, et avant de vous parler de Daniel Kretinsky, je voulais vous montrer une petite séquence, hein, une petite pépite là encore un peu sympatoche, avec, alors on en a déjà parlé, je sais que c'est pas votre tasse de thé, on va pas faire 3 heures là-dessus, mais du côté de l'Arabie Saoudite, hein, vous le savez, avec le football qui a fait venir bon, la moitié de la terre entière. À ce rythme-là, justement, Carl Olive va jouer sur scène en Arabie Saoudite pour 14 millions de riyad. Aucune transition. Steph 5 qui dit les transitions, effectivement, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Les transitions, c'est la société woke. Ici, c'est pas le genre de la maison. Donc, du côté de l'Arabie Saoudite, bon, ils ont fait venir la terre entière. À ce rythme-là, cette pompe à vélo de Kylian Mbappé va y aller en rampant. Bref. Il y a un joueur qui s'appelle Fabinho qui joue à Liverpool, qui est allé là-bas dans un club, Al Riyad, Al Sahel, Albator, je sais plus qui fait quoi. Et je vais vous montrer une séquence, vous regardez. Déjà, c'est drôle en soi, et après, je vous donne le contexte. يعني ادي اللاعب فابينو هديه. Really? Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Donc, le gars se fait remettre après un match une montre, alors on imagine que c'est pas une montre flic-flac Mickey, hein. On peut imaginer qu'à mon avis, voilà, c'est de la belle montre, on est sur du beau matériel. Bon, alors déjà, la montre tombe. Donc, c'est Charlie Chaplin. Mais je vais vous donner le contexte. Parce que sans le contexte, enfin, avec le contexte, c'est encore plus drôle. Ce monsieur lui file une montre qu'on peut imaginer de luxe, hein. J'y connais rien en horlogerie, mais je suis quand même pas certain, voilà, que ce soit une Casio, tu vois, à 23 balles, avec le bracelet usé par le chlore de la piscine. Je suis pas sûr.
On parle en plus de Fabinho, footballeur déjà pété aux as, qui déboule en Arabie Saoudite. Le gars est à Disneyland. Mais je vais vous donner le contexte. Parce qu'en fait, ce monsieur qui lui remet la montre, c'est un journaliste. C'est un journaliste saoudien, content de la performance, qui lui file une montre de luxe après le match. Et l'autre qui l'a fait tomber. Normal, tout va bien, tout roule. C'est le Brésil. Voilà, c'est génial. On adore. On adore. C'est n'importe quoi. Mais je vous jure, c'est complètement dingo. La détente de l'Arabie Saoudite avec des salaires complètement fous. Euh, on a même des joueurs, ce qui est intéressant, on en reparlera un autre jour, j'aimerais bien inviter l'ami Romain Molina pour parler de ça, mais on a des choses très intéressantes avec des joueurs qui ne sont pas des vieilles gloires en fin de carrière, qui vont là-bas, il y a des joueurs relativement jeunes, et notamment Seko Fofana, oui c'est ça, Seko Fofana, avant-centre de Lens, qui a fait une énorme saison l'année dernière, qui s'est tiré en Arabie Saoudite, et qui a expliqué ce matin dans l'équipe que, en tout cas le journaliste lui dit, alors quand même il y a l'aspect financier, vous y êtes allé pour multiplier votre salaire par 3 ou 4, et il dit oui effectivement ça fait plaisir, mais c'est chouette d'aller dans un championnat en plein lancement, je sais pas quoi, mais voilà, rendez-vous compte des joueurs déjà pétés de thunes qui vont là-bas et qui multiplient leur salaire par 2 ou 3, c'est hallucinant. Neymar va peut-être rester avec à peu près les mêmes émoluments, me semble-t-il, parce qu'il c'était déjà énorme au PSG. Je veux dire, c'est vraiment n'importe quoi. Et cette séquence est tellement, tellement représentative, en fait, de ce qui est en train de devenir le football, même si, avec les volontés de l'Arabie Saoudite, c'est intéressant de voir que ce championnat peut perdurer. Là où il y avait eu, par exemple, la Chine avait tenté de faire ça, il y avait eu des vieilles gloires qui étaient allées jouer, mais c'était assez n'importe quoi, puis ça n'avait pas vraiment marché. Mais là, l'Arabie Saoudite a un vrai projet, même au niveau de la formation, de tout ça, pour faire perdurer leur projet, et Canal+ a déjà mis du pognon pour les droits TV, donc c'est surtout ça qui risque d'être le point de bascule. Je crois que c'est la Coupe d'Asie qui vient d'être reconnue par la FIFA là, il y a très peu de temps, donc ça y est, ça se met en place, et je vous parie l'apéro que d'ici 2 ans, l'Arabie Saoudite sera dans la Ligue des Champions de football. Ça, je vous parie l'apéro que ça va arriver. Au rugby, on a déjà l'Afrique du Sud, qui a été intégrée à l'ancienne Coupe d'Europe, qui s'appelle la Champions Cup. Là, je vous parie l'apéro que l'Arabie Saoudite sera en Ligue des Champions, et ça fera zouker personne, parce qu'il y aura énormément de bons joueurs, il y aura des jeunes formés, il y aura des trucs comme ça, donc bon. Voilà. Et en plus, c'est vrai, il y a Mr. Dean qui dit il y a déjà la Turquie, il y a déjà Israël, donc en plus, sur le plan continental, ça aurait pas plus ou moins de sens, quoi. Donc voilà un petit peu, les amis. Marcel Zoro qui dit dans 2 ans, c'est peu après la Coupe du Monde là-bas, probablement. Joffov qui dit pour prendre vos commentaires, les amis, là-dessus. Arabie Saoudite avec le projet Vision 2030, il faut que les yeux se tournent vers eux, il va se passer quelque chose. Ouais, non, mais ça semble assez clair. Alors Gaëtan du 44 qui dit après, ce sont surtout des joueurs en fin de carrière. Pas du tout, cher ami. Franchement, pas du tout. Seko Fofana, 28 ans. Edouard Mendy, l'ancien gardien de Chelsea, 31 ans. Au contraire, c'est ce qui est étonnant. Effectivement, il y a eu du Cristiano Ronaldo, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. J'avais vu un résumé sur un compte qu'en parlait. Putain, faudrait que je le retrouve. Où il donnait à peu près la liste de tous les joueurs qui s'étaient sauvés. Ah mais non, c'est dans l'équipe du jour, bougez pas. Pour continuer là-dessus, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe. Il y a bien sûr un aspect géopolitique, qu'on soit bien d'accord. Enfin, bien sûr, et surtout, presque, on a envie de dire, sur ce soft power qui est devenu le sport. Et c'est Pascal Boniface qui l'explique très bien dans certains de ses livres. Tu vois, je vous retrouve la liste. Bougez pas. C'était ce matin dans le newspaper. C'est où? C'était aujourd'hui ou c'était hier? Merde. Tu vois, j'étais bien préparé, j'avais bien bossé et tout. Putain, en fait, je suis nul. En fait, c'est une catastrophe en permanence. Ça ne va jamais. Depuis la blessure de Romain Tamac, moi, de toute façon, je suis plus le même homme. Il faut se le dire. Ou alors, c'était dans celui d'hier. Ouais, Seko Fofana, c'était ce matin. C'était dans l'équipe d'hier. Bougez pas, je vous le retrouve. Après, on va parler de cette histoire
de Daniel Kretinsky. Vous inquiétez pas, ceux qui sont pas trop branchés sport, c'est le moment d'aller faire pipi. Voilà. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous donne pas d'ordre. Mais voilà, c'est le moment. Alors bougez pas, je retrouve l'équipe d'hier. Est-ce qu'on est buenos? Alors c'est du rugby. Oh, il nous disait encore que tout allait bien pour Roman Tamak. Haha, vilain. Putain, mais c'est pas. Où est-ce que j'ai vu ça? Alors je me suis planté. Ça c'est possible aussi. Hein. Ça c'est des choses. On l'a déjà vu. Hein. Ça s'est déjà produit. Hein. Merde. Il y avait la liste qui était bien. Ah mais c'est pas possible. J'ai rêvé ou quoi? Je suis devenu con. Je crois que je suis devenu con en fait. Hein. Putain. C'est possible. Hein. J'ai peut-être rêvé le truc en fait. Bon, bah tant pis, on va pas passer 3 heures non plus. Tant pis, voilà, je vous retrouverai ça, on en reparlera de toute façon. Je pense que je le mettrai dans une émission, les amis, pour parler de ce sujet, et notamment sur l'aspect géopolitique hein, qui est très intéressant, et aussi l'aspect religieux, mine de rien, qui est à prendre en ligne de compte, parce que pour les joueurs musulmans, aller jouer en Arabie Saoudite, ça a du sens, hein, ça a du sens, bien évidemment. 20K91 qui dit, bah t'aimes pas le foot, Rémi. En même temps, Rémi, oui, mais je m'intéresse, c'est ça le truc. Des matchs de foot, j'en regarde très peu, mais ça m'intéresse. Pour gagner au Trivial Poursuite, au cas où. Au cas où, je maîtrise le sujet. C'est le plus important. Donc, les amis, sans transition, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est pas la thématique, parce que je vois l'heure filer, il faut que je vous abandonne d'ici 18h15, 18h20, pour aller en direct dans l'émission dont je vous parlais. Je vous donnerai le lien, ne vous inquiétez pas, avant de filer. On va y aller tout de suite. C'était dans le JDD, dans le journal du dimanche du 13 août. Hein, donc, journal extrême droite, le fascisme, tout ça. Alors, c'est vrai que ils n'ont rien fait pour lisser leur image. Hein. Interview en dernière page de Pascal Praud, bon, ils abusent un petit peu, mais bon, bref. La résistible ascension de Daniel Kretinsky. Alors ce monsieur, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un milliardaire tchèque qui s'impose dans le paysage français de plus en plus, qui a racheté des entreprises comme Supermarché Casino récemment, il a investi dans des médias comme Marianne, Télé 7 jours, Elle. Il a filé 14 ou 15 millions d'euros à Libération pour les sortir de la panade, hein, parce qu'effectivement, non content de publier de la merde et d'insulter des citoyens français, on se rappelle de l'article qu'on évoquait hier, les nazis colonies de vacances, paru dans l'édition de Libération du 14. En plus, ces gens-là vont chercher du pognon chez des milliardaires, se font financer par des milliardaires qu'ils pourraient critiquer, parce que Daniel Kretinsky a une partie de sa fortune dans les gazoducs, il a des liens financiers avec la Russie, mais là, pour Libération, il n'y a bien sûr aucun problème, évidemment, c'est dire le niveau de lâcheté. Et ce qu'on apprend dans cet article, on en apprend plus hein, sur Daniel Kretinsky dans cet article, parce que c'est vrai que ce milliardaire est assez curieux, alors assez suspect, peut-être que le mot est fort. Il s'est imposé dans le paysage économique français de manière extrêmement rapide, une sorte d'étoile filante quelque part. Et le JDD nous donne de nouveaux éléments extrêmement intéressants. Je voulais revenir avec vous là-dessus, les amis, parce que aujourd'hui, donc, ce monsieur est en train d'investir dans l'entreprise Atos, que vous connaissez bien, dirigée pendant des années par Thierry Breton, aujourd'hui commissaire européen, donc Thierry Breton qui a largement contribué à détruire Atos. Et Daniel Kretinsky, aujourd'hui, est en train de racheter une partie des activités de l'entreprise Atos. Cette partie s'appelle Eviden ou Evident, je ne sais pas comment on dit. Et cette partie des activités concerne le contrôle, c'est la partie qui abrite le système de contrôle des centrales nucléaires françaises et des outils de simulation de la bombe nucléaire. Ouais. Donc là, c'est sérieux. Enfin, tu vois, bon, si le mec rachète une papeterie non loin de Quimper, c'est pas grave. Voilà, est-ce qu'il met des stylos Maped, malin comme Maped, d'ailleurs on ne le rappellera jamais assez, ça je sais pas, après il fait ce qu'il veut. Mais là ça devient un petit peu sérieux. Je vois Stel5 qui dit dans le chat, comment l'État peut accepter cela? Calme-toi, j'arrive. Parce qu'ils ont l'air de bien accepter, apparemment. Voilà. Donc, pour vous dire avec un petit peu de légèreté, parce que la pilule va être balèze, hein, je préfère vous prévenir,
C'est un milliardaire tchèque, hein, j'ai vu la question dans le chat. Euh, donc on a ce monsieur qui s'impose sur des activités hautement stratégiques de l'État français, avec en plus, en rachetant ses activités à une entreprise qui est celle d'Atos, qui a des liens clairs avec le pouvoir. Atos, que c'est par exemple des activités dans tout ce qui est radar, donc sur la route, pour envoyer les amendes. On a quelqu'un comme Édouard Philippe, qui est au conseil d'administration d'Atos depuis quelques années, enfin, depuis sa sortie du gouvernement d'ailleurs. Donc, c'est une entreprise où il y a beaucoup de pantouflage, comme on dit. Là, je commence à avoir le nez bouché. J'espère que ce n'est pas les allergies. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet. Donc, très bonne vanne de Twitch for GBT qui dit avec des gros chèques, voilà, parce qu'il est tchèque, très marrant, tchèque ou carte bleue, au moins c'est fait. Donc on a ce monsieur qui investit dans cette activité stratégique-là. On a aussi, il a aussi repris l'activité Fnac Darty, le groupe Fnac Darty, l'acquisition de 2 centrales à charbon à Saint-Avold et Gardanne. Donc on a, voilà, vous voyez un petit peu le niveau d'investissement du monsieur. Alors, il y a un léger problème que nous dit le JDD. Alors, c'est le journaliste Raphaël Steinville. Pour ça, je me cache derrière journaliste de métier. Moi, je ne le suis pas. Donc, si c'est fake news, c'est pas moi. Juste pour prévenir Rudi Reichstadt. On a un paragraphe qui est curieux. Parce que, après tout, un milliardaire qui rachète les bijoux de la couronne, comme on dit, des entreprises parmi les plus importantes en France, depuis Emmanuel Macron, on a l'habitude. C'est pas... Voilà, c'est la grande braderie de Lille à côté, c'est un magasin d'exposition avec peu d'affluence. On lit dans le journal, dans le JDD, si on ne connaît toujours pas l'origine exacte de sa fortune, un avocat d'affaires tchèque investissant soudainement des centaines de millions d'euros dans des sociétés de distribution de gaz en Europe centrale, il est aisé de tracer sa progression fulgurante en France et l'étendue de son influence. Voilà. On ne sait pas. On ne sait pas. Effectivement, vous pouvez regarder, mener l'enquête de votre côté sur Daniel Kretinsky, pour savoir d'où il vient, qui, que, quoi, dont, où. On ne sait pas. Du jour au lendemain, c'est un avocat d'affaires, effectivement, il n'était pas au SMIC, mais du jour au lendemain, il lâche des centaines de millions d'euros. Aujourd'hui, des milliards, ça va. C'est bon. C'est validé par les autorités, par le Crédit Agricole, par tout ça. Voilà. Donc, on ne connaît pas concrètement la trajectoire et l'origine de l'argent de ce monsieur. Ce qui, en soi, si le mec se contentait de sauver des canards comme Libération, à la limite, on s'en fout. Mais quand on parle d'activité hautement stratégique de l'État français, c'est là où ça interroge. C'est là où ça pose sérieusement problème. Et donc, tu te dis, ouais, mais en même temps, quand même, il y a le pouvoir en France. Pouvoir qui est attentif, qui ne va pas céder comme ça, des activités stratégiques au premier venu. Je vous lis ce qui est écrit dans l'article. Dans le portrait très informé que Claudia Cohen consacrait au milliardaire tchèque dans Le Figaro, on apprenait que les 2 cas, à savoir Daniel Kretinsky et Alexis Kohler, se seraient rencontrés à l'Élysée fin juin pour aplanir les obstacles, s'assurer qu'aucune entrave ne vienne mettre en échec les opérations de reprise de Casino, ni celle d'Atos, et surtout pas celle d'Eviden. Un mois plus tôt, c'est Emmanuel Macron en personne qui déroulait le tapis rouge à l'homme d'affaires tchèque lors du sommet Choose France au château de Versailles, allant jusqu'à le placer à la droite de la première dame. Attention, là, les complotistes qui vont dire c'est Brigitte Macron qui gère la France. Moi, j'ai rien dit, c'est vous qui voyez. Comme si le président, si habile à vanter le patriotisme économique, ne savait que vendre nos entreprises stratégiques Alstom aux Américains, Atos à Kretinsky, au lieu de les défendre. Mais je sais pas quoi vous dire. Et on a effectivement, pour vous dire en fait le niveau de laisser-faire du gouvernement, l'article évoque aussi, article bien fait, franchement assez complet, évoque l'histoire du rachat de Casino qui peut aussi poser problème. Et on a ce paragraphe qui est clair et qui pointe du doigt un véritable problème. Si l'on se souvient des cris d'orfraie de l'Élysée et de Bercy lorsque le groupe canadien Couche-Tard a voulu reprendre Carrefour en janvier 2021, au motif que la souveraineté alimentaire passe avant tout, c'est Bruno Le Maire qui avait dit ça, l'État s'est montré d'une discrétion qui confine à l'absence lorsque Daniel Kretinsky s'est proposé de reprendre Casino. Pas de son, pas d'image, plutôt des applaudissements, un immense soulagement. Casino, un groupe en pleine dérive financière avec ses 200 000 salariés, dont 50 000 en France, et ses 12 000 magasins. Donc voilà, si vous voulez, un nouvel exemple
de destruction de la France, hein, disons-le clairement. Hein. On ne va pas tourner autour du pot pendant 200 ans, ce que fait plus ou moins l'article, même s'il donne les infos. La destruction de la France continue. Emmanuel Macron continue clairement son travail de sape, son travail de destruction. Et ce qui semble assez terrible, c'est que je sais que je vais pécher par naïveté, hein, et on va me dire ouais, Rémi, t'es con, ouvre les yeux. C'est pas complètement faux. Mais quand aujourd'hui on entend Emmanuel Macron, des membres du gouvernement et autres parler de souveraineté, on se pince, quoi. Regardez par exemple, ça c'était Emmanuel Macron le 15 juin au salon de la tech. On doit réindustrialiser le pays, améliorer notre souveraineté et arrêter l'artificialisation. On a plusieurs leviers. La planification, ce qu'on va finaliser dans les prochaines semaines, et ensuite la classification de certains projets. Sous l'autorité de la Première ministre, on va regarder les types de projets et leur prise en compte dans la non-artificialisation. C'est un débat qui a été soulevé par le Parlement, pas par le gouvernement. Donc voilà, je vais laisser un peu durer la séquence, mais en fait on s'en fout. C'est surtout Emmanuel Macron qui nous parle de souveraineté. Vous voyez que tout ça est un immense foutage de gueule, mais vraiment, je sais que voilà, je pêche par naïveté, je l'ai reconnu, mais c'est un immense foutage de gueule dans le même temps de mettre en avant la souveraineté, la nécessaire souveraineté à retrouver de la France, et ce qui se passe aujourd'hui du côté de Daniel Kretinsky avec ce rachat d'activités hautement stratégiques. Donc voilà où on en est. Emmanuel Macron continue le travail de sape de la France, ce travail de destruction qui a lieu sous nos yeux. Hein. Je veux dire, il faut aujourd'hui être clair. Et voilà, de faire tourner ces informations-là. Et après, libre à chacun d'en tirer les conclusions qu'il veut. Mais aujourd'hui, on a un personnage qu'on ne connaît pas, au fond, dont on ne connaît pas réellement la trajectoire, qui rachète des activités centrales de la France. Donc voilà un petit peu sur ce qu'on pouvait apprendre dans le JDD de dimanche, les copains. Dites ce que vous en pensez un petit peu dans le chat. Je prends vos commentaires avant d'aller vers le dernier sujet du jour. Henri, le héros sac à dos. On va parler de ça. Ça risque d'être hautement cocasse. Joffov qui nous dit Kretinsky est franc-maçon et membre du World Economic Forum. Pas une surprise. Peut-être, ça, j'en sais rien. Si tu as les sources, je les veux bien. Après, voilà. Est-ce qu'il faut tout voir sous ce prisme? Peut-être, comme je l'avais dit la dernière fois, je sais que beaucoup n'étaient pas d'accord. Je trouve ça peut-être un peu fastoche, en fait. À chaque fois qu'il se passe quelque chose du genre, de d'abord le voir sous ce prisme. C'est peut-être vrai ou faux, hein, j'en sais rien en vérité. Hein. Mais le réel est suffisant pour comprendre que nous avons aux manettes... Enfin, comment dire, les faits sont suffisants pour comprendre que nous avons aux manettes des gens qui n'agissent pas pour l'intérêt de la France et l'intérêt des Français. Voilà. Après qu'ils soient francs-maçons, du World Economic Forum et tout, peut-être, mais au fond, les faits me semblent déjà suffisants pour que ces gens-là soient tenus éloignés du pouvoir le plus possible. Parce que sinon, à partir du moment où on dit franc-maçon, World Economic Forum, il ne faut pas non plus que ce soit une barrière de la pensée. C'est-à-dire on dit ça et puis voilà, on sait qu'il va se passer n'importe quoi. Mais je pense que ça n'est pas ce que vous faites les copains, bien sûr. Je pense que ça ne doit pas empêcher d'aller réfléchir, d'aller creuser, d'aller chercher pour comprendre et arbitrer ce qui se passe dans notre réel. Parce que c'est vrai que c'est pas Jojo. Tu vois, ça me fait bailler. Et ça, c'est pas bien. 20K91 qui nous dit histoire de langage, nous sommes en guerre, oui, mais contre notre gouvernement, souveraineté, oui, mais de l'Europe, ça c'est vrai que c'est l'éternel débat. Rastagage 420, faut pas que ça devienne une justification. Dans quel sens, Charmy? Dans le sens que je dis ou dans l'autre sens, effectivement? Mais je pense qu'on est d'accord. Stealth 5, il y a des forces bien au-dessus qui maintiennent le pouvoir, la bourse, les banques. Oui, alors sûrement. À ça, on va pas se remettre dans ce débat-là, hein, mais Beryl Maria qui dit ce n'est pas que c'est suffisant, mon cher Rémi, c'est que c'est bel et bien corollaire. Je suis absolument d'accord avec vous. Moi. La crainte que j'ai, en fait, c'est plutôt ça. C'est pas une validation ou une invalidation de l'argument pour en papoter avec vous et avoir vos avis là-dessus. C'est pas une invalidation de l'argument, c'est
sûrement vrai, sûrement faux, je ne le nie pas. Bien évidemment que ces instances-là, ces organisations-là, surtout le World Economic Forum, on peut en mesurer l'influence sur la politique du monde. Ça, oui, et la franc-maçonnerie, on peut le deviner. J'avais fait un dossier sur la franc-maçonnerie en France à ce sujet-là. Donc je ne feins pas. Je veux dire, je ne mime pas l'ignorance là-dessus. On est tout à fait d'accord. Ce qui me fait peur, en fait, la crainte que j'ai, en mettant à chaque fois d'abord cet argument-là. Genre, sur beaucoup de situations, quand on dit ouais, mais de toute façon, franc-maçonnerie, World Economic Forum, et compléter la liste. Ce qui me fait peur, c'est que je ne veux pas que ça devienne une fainéantise de la pensée. Parce que l'enchaînement des faits est quand même sous nos yeux. L'enchaînement de notre capacité, enfin l'ouverture de notre capacité d'action aussi, c'est-à-dire travailler les faits, travailler les sujets, en discuter avec les gens autour de nous, avec notre voisin, avec notre boulanger, en discuter avec plein de gens, garder toujours ça en vue. Parce qu'à partir du moment où on se dit bah c'est franc-maçon et World Economic Forum, j'ai l'impression que ça met comme un couvercle en fait sur notre capacité d'agir, sur notre capacité de dire, notre capacité de réfléchir, et qu'au fond, bah, c'est perdu d'avance. Parce qu'on a une instance qui est tellement... Enfin, on a des instances, on est face à des instances qui sont tellement puissantes, qui sont tellement nébuleuses et au-dessus, englobantes, que ça pourrait presque devenir une excuse à notre inaction. C'est ça en fait, voilà. Je ne sais pas si je suis très clair, les amis, mais c'est ça qui me plaît pas trop dans le fait de d'abord mettre en avant l'appartenance des gens, ou en tout cas la présence de ces instances supra-étatiques qui incarnent une forme de pouvoir, et je ne le nie pas bien évidemment, mais il ne faut pas non plus qu'on se dise ah ouais, bah, en fait, du coup c'est bon, les francs-maçons laisse tomber, on a perdu quoi. Je trouve ça un peu trop facile, parce que c'est aussi une justification à l'inaction. Et d'ailleurs, c'est un petit peu comme ce qu'on peut reprocher à Sandrine Rousseau sur le réchauffement climatique. Enfin, ce que des spécialistes, on le lisait hier avec l'article du Parisien, les copains, c'est des spécialistes du réchauffement climatique qui disaient le problème, en fait, de gens comme Sandrine Rousseau qui hystérisent les débats, qui font peur en permanence, bah, on en arrive à un point où les gens ont tellement peur et se disent mais de toute façon, si la planète doit brûler dans 3 semaines, à quoi bon ne pas bouffer mon barbecue aujourd'hui? Autant en profiter le plus vite possible. Donc il faut aussi éviter à ce que ces grilles de lecture petit à petit nuisent à notre cause. Je dis notre cause par facilité de case, hein, vous connaissez la maison. Parce que si on dit ça, on a perdu, quoi. Et en fait, on arrête. Et après, c'est du défaitisme. En vérité, jamais de la vie, juste milieu va va réussir à dépasser l'influence du World Economic Forum, hein, qu'on se met d'accord, hein, ou des francs-maçons, tout ce que vous voulez. Donc, si à la fois je reconnais l'ultra-puissance de ces instances-là et mon incapacité d'action, bah, j'arrête tout, quoi, en fait. Je vous dis, bah, merci les gars, on se serre la main et puis c'est fini. C'est aussi pour ça, les amis, que cette grille de lecture me fait peur, parce qu'au fond, je ne vois pas ce que je fous là, dans ce cas-là. Au fond, je ne comprends même plus l'intérêt de cette démarche-là. Alors que si on travaille, si on réfléchit, si on avance ensemble, on peut contribuer à quelque chose. On ne gagnera pas, mais on peut contribuer. Et moi, c'est ça que je veux poursuivre, hein, cette bonne phrase que j'aime bien. Celui qui combat peut perdre, celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc ça me plaît bien. Et c'est vrai qu'il y a un élément... en plus, je suis en train de lire son livre en ce moment, le dernier, Le temps des peurs, c'est formidable. Je vous en parlerai, je rêve de le recevoir. C'est Rastagage 420 qui nous dit Michel Maffezoli est franc-maçon, en source son interview au Courrier des Stratèges, mais pourtant a dénoncé le confinement et sort un livre dénonçant l'affairisme au Grand Orient de France. Voilà, c'est aussi la preuve que ces cases-là en plus sont englobantes, et que en interne on a aussi des gens qui ne veulent pas détruire le monde dans 3 jours. Et c'est aussi ça, c'est aussi là-dessus, il me semble, qu'il faut être prudent sur ces cases-là. Je prends vos messages, les amis. J'espère que j'étais assez clair pour vous expliquer ce que je pense vraiment, en fait, par rapport à ça. Style 5 qui a mangé du barbecue. Beryl Maria qui nous dit tout à fait pas de défaitisme à adopter suite au constat. Limiter la cata au maximum possible pour Dub HB. Blueby 3, la seule solution, c'est un retour au peuple. Je suis absolument d'accord. Mais là aussi, la case englobante, le peuple, à la fois ne veut rien dire. Et il faut se rappeler que dans le peuple, on peut avoir des gens avec des intentions encore plus malsaines. C'est aussi pour ça, ces cases englobantes sont trop faciles, quoi. On n'est pas dans Star Wars. Et demain, il y a le pouvoir au peuple, et c'est bon, c'est gagné. En France, rappelez-vous que quand on a dit le pouvoir au peuple, c'était la Révolution française, hein. Alors certes,
qui a été menée par des bourgeois à la Robespierre et compagnie, qui ont poursuivi des buts qui n'étaient pas forcément ceux du peuple. Mais attention quand même à ces cases englobantes. Tout n'est pas machiavélique, tout n'est pas diabolique dans le World Economic Forum. Tous les gens qui sont à la Commission européenne ou autres ne sont pas forcément diaboliques. Et dans le peuple, vous n'avez pas que des agneaux tout à fait gentils. Il faut faire attention aussi à ça. Parce que sinon, on retombe dans la notion de peuple providentiel, d'homme providentiel, de cases englobantes qui, au fond, se pètent la gueule et qui ne tiennent pas une seule seconde. Donc, il faut être prudent aussi là-dessus. Les amis, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de cases, en parlant d'images, il y a une petite transition. Franchement, c'est pas mal. Il y a une petite transition avec Henri, le héros sac à dos. Voilà. Alors, on va pas faire trop de vannes non plus parce que ce monsieur a été connu après l'attentat d'Annecy. D'ailleurs, on espère que les victimes vont bien. Je vous avoue, pour vous livrer le fond de ma pensée, je suis extrêmement étonné des suites en fait de l'attentat d'Annecy. On a eu symboliquement ce qu'on peut avoir de pire. Alors, dans l'échelle du pire, je vous dis, dans l'échelle du pire, on a eu un prof décapité en France, on a des bébés poignardés. Vraiment, dans l'échelle du sordide, je suis très étonné qu'aujourd'hui on en parle, mais absolument plus. Alors, est-ce que notre société s'est habituée à ces drames-là? Est-ce qu'on n'en parle plus pour de bonnes raisons? Je n'en sais rien. Je n'évite pas la piste. Pour ça, je vous le dis, est-ce qu'on n'en parle pas pour de bonnes raisons? Parce que je ne veux pas éviter la piste aujourd'hui d'un attentat qui garde d'énormes zones d'ombre sur ses raisons d'être, sur comment ça s'est déroulé et compagnie. Cependant, on a un vrai problème. On ne sait pas aujourd'hui si les bébés blessés sont décédés. On n'en sait rien en fait. On n'en sait absolument rien. On ne sait pas où il en est, ce terroriste. Est-ce qu'il est encore en France? Est-ce qu'il est en hôpital psychiatrique? Est-ce qu'il a été libéré, comme le barbare de Cherbourg? On n'en sait absolument rien, en fait. Donc on a un timing qui est maîtrisé par les médias, soyons clairs. L'affaire de Cherbourg nous l'a montré. Ce drame barbare, cet attentat, parce qu'attenter à la vie de quelqu'un, c'est un attentat. Cet attentat barbare qui a eu lieu à Cherbourg est médiatisé 10 jours après. Et là, aujourd'hui, vous les voyez se réveiller. Ils sont rentrés de vacances, ça y est, on en parle. Parce que, une fois de plus, ça fait feu de forêt sur les réseaux sociaux, les gens en parlent et condamnent le silence médiatique. Donc ils se retrouvent obligés d'en parler. Comme ce qu'on disait au tout début de l'émission, cette histoire de boîte de nuit, enfin de Summer Beach Club supplément cocktail en Ukraine. Donc, on a vraiment un timing médiatique qui est maîtrisé, qui nous offre des situations absolument sidérantes. Et là, aujourd'hui, on a eu quoi? En une du Parisien aujourd'hui en France, on a Henri, le héros au sac à dos, qui fait la une. Voilà, les confessions d'Henri, le héros d'Annecy, son geste de bravoure, sa foi, son tour de France des cathédrales, son rapport à la politique. Henri d'Anselme, qui avait éloigné avec son sac à dos l'assaillant des enfants, jouant au bord du lac, sort de 2 mois de silence. Donc, les victimes, on ne sait pas. Les bébés, on ne sait pas, personne, on sait rien en fait. On sait absolument rien, le terroriste, on ne sait rien, on n'a aucune info supplémentaire autour de cette interview. En revanche, on a un interview absolument inutile, absolument inintéressant d'un personnage dont on peut respecter ou pas la croyance, enfin, c'était même pas le sujet. Qui on demande, repensez-vous souvent à cette matinée du 8 juin. On a quelqu'un qui nous dit... au lendemain de l'attaque, vous vous prêtez pourtant de bonne grâce aux sollicitations. J'ai d'abord refusé, puis j'ai écouté mon intuition qui me disait « Henri, tu es catho, tu as la foi, tu ne t'es pas retrouvé là par hasard. Comme j'ai la mentalité sabre au clair de mon grand-père, un général dans la cavalerie, j'ai accepté de témoigner. Pendant 4 jours, je ne maîtrisais plus rien, ma vie privée s'étalait partout, on appelait mes proches. Cela faisait 2 mois que je marchais, un peu coupé du monde, et mon portable vibrait toutes les 30 secondes. Quel enfer! Il fallait que je sorte de ce tourbillon, qui est à peu près la seule déclaration intéressante. Sinon... on apprend qu'il est contre Zemmour, parce que forcément il est catholique. Donc en France, t'es catholique, t'es d'extrême droite. Journaliste lui dit, vous, le fervent catholique amoureux des cathédrales, vous avez été courtisé. J'ai été contacté, mais pas sollicité directement. J'ai tout fait pour éviter la récupération politicienne. Me présenter comme d'extrême droite, c'est bête et mesquin, du mauvais buzz. Jamais je n'ai pris position pour quelqu'un, encore moins pour Zemmour. Après, je sais très bien ce que j'ai représenté à Annecy, le pèlerin catholique avec sa chevalière face aux migrants syriens. Je ne suis pas naïf, mais je m'en fous. Bon. Voilà.
C'est vraiment l'un des seuls trucs intéressants qu'on peut lire là-dedans. Sauf que, quand même, sur le côté, quel enfer, les médias, le héros au sac à dos, vous allez en entendre parler parce qu'on apprend dans l'article que dans les jours qui suivent, les Français font la connaissance de ce fervent catholique, donc ça c'est après l'attentat, qui a entrepris le 25 mars un tour de France des cathédrales. Un projet de documentaire devrait voir le jour début 2024 sur C8. Alors, on n'en sait pas plus. Est-ce que c'est un documentaire sur le personnage d'Henri, le héros au sac à dos, ou est-ce que c'est un documentaire sur des gens qui font des tours sur les cathédrales, enfin des tours pour voir les cathédrales en France? On n'en sait pas plus. À la lecture de cet article, moi sincèrement, je comprends que c'est une série de documentaires sur lui, ou en tout cas avec lui. Mais rien ne va dans cette affaire, rien ne va. Moi, je suis désolé quand on voit en fait la poursuite que certaines affaires. Je veux dire, le clash pourri là, avec l'autre conne enfin, je suis méchant. Les idiots, surtout les journalistes qui en parlent. Je m'excuse. Le clash pourri, Juliette Armanet, Michel Sardou, on en parle, ça va faire 3 jours, quoi. L'affaire n'a aucune importance et il y a une continuité. Là, on a eu un attentat où on a poignardé des bébés. Et aujourd'hui, on vient vous dire que le héros au sac à dos, on va faire un documentaire sur C8 pour son tour des cathédrales. Et on n'a pas de documentaire, en fait, sur la suite de cet attentat, ce qui s'est passé, les habitants sur place, 3 mois après le drame. Il n'y a pas, en fait. Il n'y a rien. On ne sait pas où on en est. Donc, au bout d'un moment, moi, je vous avoue que je ne comprends pas cette affaire. Je ne la comprends pas. Si on la compare avec d'autres drames, malheureusement trop nombreux en France, on n'a pas du tout les mêmes traitements médiatiques, on n'a pas du tout les mêmes poursuites médiatiques, on n'en sait rien. On enterre ces trucs. C'est comme sur l'affaire Lola, qui, elle, pour le coup, a eu beaucoup plus d'écho médiatique, à juste titre ou pas, je vous le disais, c'est l'échelle du macabre. Mais comment dire, on apprend, mais vraiment, un chat dans un arbre, quoi, un bandeau presque, un bandeau de presse. On apprend que Dabiabé, qui a assassiné la petite Lola, elle est en hôpital psychiatrique, en fait, finalement. Voilà, elle n'a pas été déclarée folle pour l'instant, mais hôpital psychiatrique. Voilà. Mais faut arrêter, quoi. Faut arrêter les bêtises. Donc, moi, je trouve que le traitement médiatique aujourd'hui qui est clair, c'est-à-dire que les médias, on en a parlé, c'est aussi ce que je voulais traiter dans le Juste et Mensuel le mois dernier, que j'avais traité, sur la capacité des médias, en fait, comme un peu des conducteurs de grue, tu sais, un truc comme ça, avec des différents leviers. Les médias ont la possibilité aujourd'hui de mettre en avant des affaires ou pas, c'est clair, maintenant c'est avéré. Quand on parle du clash Sardou-Armanet, en limite on s'en cire complètement, mais quand on parle d'attentats gravissimes et qu'on se rend compte qu'au fil du temps, ces mêmes médias ne donnent pas la même importance à ces affaires, ne donnent pas la même continuité, on a quelque chose d'autrement problématique. Parce que soit c'est de la complicité, soit c'est de la propagande. Il n'y a pas d'autre possibilité, en fait. Ça ne peut pas être un oubli. On a poignardé des bébés. Je ne suis pas en train de vous parler du but de l'attaquant de Nîmes Olympique, en fait, si vous voulez, qui joue en Arthur national contre Martigues hier soir. Pour l'info, mais ça, on s'en branle. Donc, il faut savoir quand même de quoi on parle. Et il n'y a pas de continuité. Et on vient vous expliquer, en fait, il fait la une, on n'a pas un mot pour les victimes. Il n'y a pas un putain de mot pour nous dire comment vont les victimes, en fait. Juste savoir comment ils vont. Non, il n'y a rien. Donc, c'est un truc de zinzin. Sincèrement, c'est complètement fou. Donc, voilà un petit peu, les amis. Et voilà, pour finir, parce que je ne veux pas occulter le sujet, je veux bien, moi, pour finir là-dessus, les amis, je veux bien qu'on pointe du doigt la moindre personne qui émet des doutes, qui dit oui, qui dit non quand il se passe un événement. Je veux bien qu'on insulte les gens de complotistes dès que quelqu'un dit « j'ai l'impression que » ou « je ne suis pas sûr d'eux ». Je veux bien que les médias, de toute façon, que de moins en moins de gens suivent. Je veux bien que les médias s'encanaillent et se mettent à chialer en disant, voilà, c'est le complotisme. Pourquoi pas? Merci à Céphalopod84 pour le subprime, ça fait 1 an, merci beaucoup. Je veux bien. De toute façon, c'est leur boulot aujourd'hui, ils n'ont plus que ça, d'une certaine manière, pour justifier leur existence. Mais par contre, vous ne pouvez pas accuser des gens de complotisme quand vous entretenez les zones d'ombre et quand vous les créez vous-même. Parce que on a quand même quelqu'un, un héros au sac à dos qui fait un tour de cathédrale, une brebis innocente, qui parle d'opération dans un lapsus
qui est un lapsus. J'ai bien tout lu Freud, comme disait l'autre. J'ai bien tout lu Freud, c'est un lapsus. Point. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut arrêter les conneries. Là, ce mec fait la une. On n'a aucun mot de compassion, de rien du tout pour les victimes. Il faut arrêter les bêtises, quoi. Donc, qu'on insulte les gens de complotisme dès que quelqu'un émet un gramme de doute. D'accord. Mais ne créez pas le complotisme dans ce cas-là. Ne contribuez pas à créer ce complotisme. Parce que là, c'est du pain béni. Pour des gens qui, effectivement, de base, ont cette sensibilité-là de toujours chercher la zone d'ombre, l'explication plus ou moins hâtive, plus ou moins cohérente, là, vous créez un nid à interprétation. Donc, on ne peut pas le reprocher aux gens. L'homme a horreur du vide, l'homme avec un H majuscule a horreur du vide, et on a besoin de grilles de lecture pour expliquer notre réel. Sinon, on devient fou. On a besoin de plaquer ça, on a besoin de faire des ponts entre les faits, entre les événements qui se produisent dans notre réel. Donc, ces ponts, soit on les fournit, soit ils sont fournis de manière logique, ça s'appelle le réel, ça s'appelle les faits, soit quand il est impossible de mettre des faits concrets, explicables et expliqués pour faire des ponts entre les événements, dans ce cas-là, l'homme fait appel à l'imagination. Je vous en avais parlé avec cet article formidable de Philosophie Magazine sur le dubitationnisme, et Alexandre Lacroix, le rédacteur en chef de la revue qui signe cet article, expliquait cela, que dans le complotisme, il faut aussi accepter la part d'imagination de l'humain qui va juste chercher à faire des ponts pour expliquer son réel. Parce que sans explication, on ne peut pas évoluer dans le réel. C'est pas possible. Au bout d'un moment, on se perd et on ne comprend plus ce qui se passe autour de nous. Donc dans le complotisme, il y a beaucoup d'imagination et il n'y a pas que des gens qui sont complètement zinzin à penser que la Terre est plate et qui vont buter ceux qui pensent pas ça. C'est pas vrai. Il y a aussi des gens qui veulent juste essayer de comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et donc là, on crée les doutes, on les entretient et on en sème de nouveau. C'est pas possible, c'est juste pas possible. C'est un truc qui m'énerve. Voilà, je le dis. Je voulais vous proposer ça parce que moi, ça me chagrine sincèrement de voir des choses comme ça pour des drames absolus qu'on a eus dans nos sociétés. Voilà un petit peu, les amis, sur cette affaire-là. Position dubitationniste, une fois de plus. Vous connaissez la maison maintenant. C'est Elf 5 qui nous le dit. Absolument, absolument. Agabert qui nous dit, c'est très intéressant, est-ce qu'ils ne veulent pas créer des complotistes parce que ça donne la réponse magique de complotistes qui leur permet de ne pas répondre réellement. Mais au bout d'un moment, les copains, et pour finir là-dessus, tout ça, de toute façon, vous le savez, moi, je suis un positif, un optimiste de nature de temps en temps quand même. De toute façon, tout ça va se péter la gueule. Tout ça va se péter la gueule parce que, au fond, qu'est-ce que les gens en ont à branler que 3 pauvres journalistes de Libération, de Check News, les qualifient de complotistes, quand de toute façon, tout devient complot. Aujourd'hui, le Covid-19, complotisme. Je parle bien de l'immense majorité de gens qui doutent, qui se posent des questions, qui s'interrogent, qui questionnent les zones d'ombre, qui questionnent les contradictions proposées dans notre réel. Je ne parle pas des gens d'une marge qui existe, de véritables complotistes, qui dans n'importe quelle actualité vont voir l'envers du décor en pensant que c'est les juifs ou les reptiliens. Je ne nie pas l'existence de complotistes dans le terme, on est d'accord. Mais dans l'immense majorité, en fait, de gens qui se contentent de douter, ou en tout cas d'exprimer leur incompréhension, on leur a dit Covid-19, complot. Vaccin, complot. Ukraine, complot. Climat, complot. Élection, complot. Au bout d'un moment, ça ne peut plus marcher, en fait. Quand tout est complot, plus rien ne l'est. Et donc les gens vont se rendre compte que finalement, je vous le dis à chaque fois, si la définition du complotisme, c'est d'imaginer que dans l'ombre, des gens s'organisent pour détourner la marche normale de la société, qu'est-ce que l'anticomplotisme ? Sinon, l'idée que de penser que dans l'ombre, des gens s'organisent pour détourner la marche normale de la société. Au fond, ça va devenir la même chose. Donc, il faut qu'il soit extrêmement prudent. C'est comme l'extrême droite. Déjà, quand Jean-Luc Mélenchon considère que le CRIF est d'extrême droite parce qu'ils ont eu le malheur de s'en prendre à lui, il faut faire attention. Là, je parle bien de Jean-Luc Mélenchon, pas la France Insoumise. Il faut faire attention parce que quand tout va être d'extrême droite, la seule possibilité de s'opposer à Jean-Luc Mélenchon, ça va être de voter à l'extrême droite. Donc les gens n'en auront plus rien à foutre. Il contribue d'une certaine manière à normaliser l'extrême droite de Jean-Luc Mélenchon, vu que tout est d'extrême droite. Au bout d'un moment, les gens vont dire, bon, ça va. Effectivement, il y a quelques années, on aurait pu croire par peur que c'était Hitler. Maintenant, si le CRIF est d'extrême droite, ça normalise. Et le complotisme, c'est pareil. Quand vous allez en permanence expliquer ça, justifier tout comme ça,
eh ben tant pis, quoi. Les gens vont dire, oui, bah écoute, oui, tant pis. Qu'est-ce que vous allez faire de toute façon? Tant qu'il n'y a pas de délit, bon ben voilà. Donc, voilà un petit peu, les amis, ce que je voulais vous dire là-dessus, ce que je voulais vous dire sur cette info-là, les copains. Et on va finir là-dessus, parce qu'on se retrouve à 18h30 en direct sur Crotte Bunker avec Cécile Doctoton, le Pipo TV et l'inénarrable Docteur à l'Ouest. Voilà, je vous mets le lien dans le chat, les amis. Je vais boire un coup d'eau, passer aux toilettes. On se retrouve en direct à 18h30 sur cette émission. Merci d'avoir été là, les copains. Merci beaucoup. On se retrouve 2 fois demain. Demain, c'est génial. Le Juste Bistrot et la farce tranquille. On se la fera peut-être en version Director's Cut pour le Juste Bistrot demain. Voilà, les amis. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve plein gaz, full benzine demain. Et puis voilà, et à tout de suite sur Crotte Bunker avec cette belle troupe. À tout de suite, les copains. Vive la rigolade et vive la France, on n'oublie pas. Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM.